à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news et on commence tout de suite avec Mortal Kombat 2. Oui, on commence par celle-là parce que c'est celle dont je me fiche le plus, on va pas se mentir. Et Mortal Kombat 2 va se faire. Le 1 était pas incroyable, alors je connais certaines personnes qui l'ont apprécié. Franchement, je l'ai vraiment pas trouvé dingue. À la limite, Keno sortait du lot. Je l'avais trouvé plutôt bon dans le rôle. Et donc, on savait déjà que le réalisateur Simon McQuoid serait toujours à la réalisation. C'est déjà lui qui avait fait le premier. Il sera là aussi pour le deuxième. Et donc, on a eu une petite update par Todd Garner, donc le producteur, qui a confirmé que la suite allait se tourner en Australie. En tout cas, commencer son tournage en Australie. Et ça va arriver de juin à septembre. Donc, fin 2023, on peut compter, voir le film, j'imagine, pour du fin 2024, à mon avis. Ouais, je pense dernier trimestre de 2024, peut-être chose comme ça. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, Mortal Kombat 2, ça va se faire. Du côté de House of the Dragon, on en a appris un peu plus par le co-créateur et producteur exécutif de House of the Dragon, donc Ryan Condal, qui nous a un peu parlé de ce qu'on pouvait attendre de la suite de cette série pour la saison 2. Et donc, il nous dit: j'ai vraiment hâte de reprendre là où nous avons laissé la première saison. Nous allons désormais avoir l'occasion d'adopter un rythme narratif plus traditionnel à Game of Thrones. Nous avons toujours vu cette histoire comme une tragédie grecque ou shakespearienne, et je sais que George R.R. Martin voit également les choses de cette manière. Cette série relate les dessous d'une maison qui se déchire de l'intérieur. Maintenant que tous les pions sont posés sur l'échiquier, je suis très excité de pouvoir entamer ce nouveau chapitre, surtout que Viserys n'est plus là pour calmer le jeu. Il était important de montrer le caractère générationnel de ce conflit, lequel débute justement avec Viserys. Lui et Otto Hightower, sa main, ont transmis leur rancœur à Rhaenyra et Alicent, à mesure qu'elles ont grandi et ont eu leurs propres enfants. Par la suite, rivalité et désir de pouvoir va aussi se répercuter sur leur descendance. Le récit s'étale sur 3 générations, et il était nécessaire de bien poser les bases pour mieux arriver aux événements d'une danse avec les dragons. Donc voilà, on nous explique bien que la première saison a vraiment été une mise en contexte de tous les événements qui allaient arriver. Il semblerait qu'on peut s'attendre à un joli carnage pour le coup. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est impatient pour cette saison 2, donc ça fait toujours plaisir d'avoir quelques informations en plus. Du côté de Ahsoka, alors ça colle bien un peu parce que du coup on a le dernier épisode de Mandalorian qui arrive aujourd'hui. Y a-t-il un Throne qui apparaît dedans? Je ne le sais pas encore parce que moi j'enregistre la vidéo du coup la veille de la sortie du dernier épisode de Mandalorian. Mais à l'occasion du Paris Fan Festival, un des invités n'était autre que Timothy Zahn, qui est donc le créateur de Throne, et il a pu donner son avis sur le choix du casting en disant: j'envisage le personnage en termes d'attitude, pas vraiment en termes de voix ou d'apparence. Lars Mikkelsen a fait un travail remarquable avec sa voix, et ça joue qu'il soit danois. Il n'a pas vraiment d'accent, mais il a en revanche une cadence très particulière lorsqu'il joue Throne, ce qui lui donne quelque chose d'extraterrestre. Il est le choix parfait. C'est vrai que quand on y réfléchit, les Danois, ils ont un peu un truc extraterrestre. Non, je sais pas du tout. Mais Lars Mikkelsen, évidemment, très bon casting, très très bon casting. Je croise les doigts. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de Thrawn dans ce dernier épisode de Mandalorian? En tout cas, on sait qu'on le verra dans Ahsoka. Donc voilà, impatient de voir tout ça. Toujours du côté de Star Wars, on a eu alors une petite news sur Tales of the Jedi, la saison 2. On avait eu une première saison avec dans laquelle on avait pu en apprendre un peu plus sur Yaddle, sur l'origin story de Ahsoka et sur l'origin story du comte Dooku. Une deuxième saison arrive, ça on le savait, et donc ce qu'on a appris, c'est que ça sortirait bien en 2024. C'est en ce moment en production, et logiquement la sortie est prévue pour 2024. Ce qui fait qu'en 2024, on devrait donc avoir la deuxième saison d'Andor, la troisième saison, qui sera aussi la dernière de The Bad Batch, que j'ai fini d'ailleurs il y a peu de temps, que j'ai adoré pour le coup. Là maintenant je me suis lancé dans Rebels, j'ai bientôt fini la première saison, et vraiment Bad Batch, ouais, j'ai beaucoup aimé pour le coup.
et Via Colite. Donc tout ça sur la période 2024. Donc quand même un paquet de programmes du côté Star Wars. Vous avez peut-être vu passer cette prochaine news. Il y a eu beaucoup de partages par rapport à cet article, qui dit donc que les test screenings pour la série live action One Piece de Netflix ont été un massacre. En gros, que les avis ont été catastrophiques sur cette saison. Tout ça vient de ce compte-là, Divinity Seeker, qui est un scooper qui n'a pas franchement... Il a eu quelques news intéressantes, il s'est pas mal trompé aussi. C'est vraiment à prendre avec beaucoup de sel pour le coup. Qui dit donc? Selon une source connectée à Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air, ne sortira pas en 2023, mais Netflix est persuadé que ça sera son prochain Stranger Things. En gros, ça sera son prochain gros carton. One Piece a testé de manière horrible. Les CGI sont moches et l'histoire ne fait aucun sens pour les non-fans, c'est-à-dire ceux qui connaissent pas déjà l'histoire de One Piece, en gros, n'y comprennent rien. Et ils sont en train de réécrire des épisodes entiers. Ils continuent en disant, par rapport à One Piece, dans le premier épisode, la première moitié, c'est entièrement des flashbacks avec un jeune Luffy avant qu'il y ait un saut vers le présent, qui se dépêche, qui va vraiment vite fait sur l'introduction de Zoro, Nami, Usopp et Sanji, tout dans les 15 minutes restantes de l'épisode, ce qui est une grosse déviation du matériel original. Parce que dans le manga, ça met vraiment du temps à introduire ces différents personnages. Selon cette source, pour ce qui est du ton de la série, ça ne marche pas vraiment. Les maquillages, le look des différents personnages n'est pas bon, et le ton passe vraiment de moments très goofy, très comédie, à des moments très sérieux, et ça fait bizarre, et c'est vraiment inconsistant. Et aussi, ils ont construit un énorme set pour le Baratie, pour l'épisode 3. Ça, le set du Baratie, on l'avait vu effectivement déjà depuis pas mal de temps. Ils ont construit ça en Afrique du Sud, là où ils tournent. C'est tout ce que je sais. Je ne connais rien du manga original, donc je répète juste ce qu'on m'a dit. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant voilà, pour les gens. Le truc, alors ça a beaucoup circulé, mais derrière ça, il y a eu un article de Comic Book qui justement débunk ces propos, qui explique, voilà, par exemple, Greg Warner, donc lui, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup avec One Piece, hein, avec la Shueisha, entre autres, qui justement a dit que c'était, qui par contre n'est pas relié à la série Netflix, mais qui a dit que c'était entièrement faux. Il y a eu aussi Roger Base, qui est un youtubeur très connu du One Piece Game, qui entre autres est en contact avec les showrunners de la série, qui les a déjà eu en invité dans un podcast qui s'appelle La Rêverie, qui réunit beaucoup de youtubeurs justement One Piece, tous les plus connus américains, donc King of Lightning, Taking 101, Roger Base, enfin voilà, pas mal de monde. Et donc j'ai dû je fais un passage pendant mes vacances pour dire qu'à ma connaissance, c'est une histoire totalement inventée. Et donc, quand on se renseigne, il semblerait qu'en fait, ils sont en pleine post-production. Donc, le fait que ça parle des CGI maintenant, qu'il y ait des test screenings, le truc, c'est que les effets spéciaux sont en train d'être bossés, en fait, actuellement. Donc, du coup, ça peut paraître assez étrange. Alors, j'ai pas de certitude, mais en tout cas, prenez ces infos avec du recul. Vraiment, il y a moyen d'en douter. Je dis pas que c'est faux, ce qui est dit sur le fait que les test screenings auraient été désastreux. J'ai pas les éléments pour en être sûr, mais pas mal de voix quand même s'élèvent pour dire non, c'est n'importe quoi, laissez de côté. Peut-être qu'ils mentent, peut-être. Mais en tout cas, voilà, gardez quand même ça en tête dans tous les cas. Je suis curieux vraiment, moi, de cette série. J'ai envie. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse réussir une série live action One Piece, soyons clairs.
Et les dernières tentatives en date, comme celle de Cowboy Bebop, m'ont clairement pas mis en confiance. Mais j'avoue que les showrunners de la série et les scénaristes, pour les avoir vus dans différents contextes, dans des interviews ou différentes émissions, ils me donnent envie de vouloir y croire. Et le casting est hyper bon. Le casting est très bon, tout ce qu'on en a vu. On verra. On verra. Du côté de DC, on a eu une annonce de Monsieur James Gunn. Le scénario de Superman Legacy est terminé. Il est bouclé, il est écrit, et du coup le film entre dans une nouvelle phase de pré-production, qui est donc le travail de... voilà, il le dit ici, c'était les 85 ans de Superman, donc bon anniversaire Superman, tu ne fais pas ton âge, et il dit donc, je suis honoré de faire partie de cette legacy, et quel meilleur jour que l'anniversaire de Superman pour se lancer à fond dans la pré-production de Superman Legacy. Et donc là, on rentre dans la phase des costumes, production design, donc ça veut dire voilà à quoi vont ressembler les décors, les objets, enfin à quoi va ressembler la forteresse de solitude si elle apparaît, à quoi va ressembler la navette dans laquelle il arrive. Il faudra bien nous la montrer, et toutes ces choses-là. Et donc voilà, on arrive maintenant dans cette phase de création des costumes et de production design. Donc ça avance du côté de Superman. Ça fait plutôt très plaisir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment curieux de voir ce que ça pourra donner. Du côté de Netflix, on y revient, et avec Sandman cette fois, et ça fait très plaisir. Neil Gaiman a répondu à quelqu'un qui lui demandait « Bonjour Monsieur Gaiman, j'espère que vous passez une bonne journée. Je n'ai pas vu ou entendu quoi que ce soit sur la saison 2 de The Sandman depuis un moment. Est-ce que peut-être vous pourriez nous donner quelques news sur ce à quoi on peut s'attendre? Merci beaucoup. » Réponse de Gaiman. Les scripts sont écrits. On est en train de s'occuper du casting pour le premier épisode qu'on va tourner. Et les sets sont en train d'être construits. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis tellement impatient de voir cette saison 2. Alors, faut pas dire saison 2. Pour l'instant, ils n'ont pas utilisé le terme saison 2. On ne sait pas. Est-ce que ça va réellement être ce qu'on appelle une saison, ou est-ce que ça va reprendre un peu le principe des livres, et du coup plutôt être des histoires racontées dans cet univers? Ce qui est une possibilité aussi, ce qui a un peu été amorcé avec l'épisode bonus qu'on avait eu. Donc, c'est effectivement une possibilité. Mais vraiment, pour moi, Sandman, ça a été une énorme réussite. Vraiment, vraiment. Donc, très impatient de voir cette saison 2. On passe du côté de Marvel, et on a eu une news du côté de Agatha, la série. C'est, comment ça s'appelle déjà, Coven of Chaos maintenant, parce que le titre avait changé. Et donc, en plus de Catherine Hahn, on a donc Emma Caulfield, Joe Locke, Aubrey Plaza et Debra Jorup qui jouent dedans. Ça, on le savait. Et maintenant, l'actrice Patti LuPone vient de confirmer qu'elle jouerait. Donc déjà, elle a confirmé son implication dans la série, mais en plus, pour The Wrap, elle a confirmé qu'elle jouerait un personnage nommé Lilia Calderou dans la série Agatha Coven of Chaos. Dans les comics, Lilia a des liens avec Doctor Strange et Mordo. Mordo qui a été vu pour la dernière fois, et Doctor Strange aussi d'ailleurs, dans Multiverse of Madness. Lilia était aussi celle qui était la gardienne du livre de Cagliostro, et avait une fille nommée Astrid. Alors ça m'a fait rire parce que du coup Lupone, donc l'actrice, a décrit Calderou pendant son apparence dans le talk show en disant « Eh bien, c'est un groupe de sorcières et je plais Lilia Calderou, qui apparemment est dans le monde de Marvel. » Alors j'ai fait des recherches sur elle et elle est super hot, elle est vraiment hot, elle a un magnifique corps et des cheveux couleur corbeau. D'accord. Ben, merci de cette explication, Patti LuPone. Merci. Voilà sa description du personnage. Elle est haute. Elle est vraiment haute. Elle l'est. Elle a un super corps et des cheveux couleur corbeau. Voilà. Et elle a quand même rajouté, je joue Lilia Calderou, donc une sorcière sicilienne de 450 ans. Alors effectivement, dans les comics, elle est plutôt pas mal conservée pour
qui attend 50 ans, on va pas se mentir, dont le pouvoir est la divination, et donc qui utilise le tarot. Donc voilà, on a ce personnage donc qui fera partie du casting de la série Agatha, qui est tournée en ce moment même d'ailleurs. C'est en plein tournage. Du côté des gardiens, on a découvert un peu, on savait que Nebula on avait vu dans les images qu'elle avait un nouveau bras, elle avait une upgrade au niveau de son bras, on avait appris qu'il avait été fabriqué par Rocket Raccoon. Ce qu'on a découvert avec un des tout derniers spots, c'est qu'en fait son bras peut se transformer. Donc c'est vraiment une upgrade qu'elle a eue, et en fait son bras se transforme en canon. Un peu à la cyborg, par exemple. Et donc voilà, son bras peut prendre cette forme-là. On dirait une espèce de pipe, pour le coup. Ça me rappelle les pipes qu'on voit dans les magasins qui vendent des feuilles longues ou des trucs du genre. Et donc, ouais, elle peut balancer une espèce de rayon, un truc, par ce bras-là. Donc voilà, petite news en plus pour les gardiens qui arrivent bientôt. Et pareil, je suis hypé, c'est la vidéo news de la hype, parce que là, en l'occurrence, c'est un projet qui lui aussi me hype pas mal. Toute petite news, mais qui fait quand même plaisir, du côté des spin-offs de The Batman concernant Arkham. Et donc, en réponse à quelqu'un sur Twitter qui a demandé au producteur Daniel Pipski, qui est le producteur de la série The Penguin, quelqu'un lui demandait s'il y avait des nouvelles sur la série Arkham, et il a répondu d'une manière en fait assez simple. Il a répondu juste avec un thumbs up, avec un pouce en l'air. Donc pour dire, oui, la série est encore prévue, est encore en cours. C'est pas grand chose, mais vu qu'on n'en entendait plus parler depuis un bon moment, eh ben j'ai envie de dire, c'est déjà mieux que rien. News, pour finir, c'est pas exactement une news en réalité, mais donc on a Zack Snyder qui a participé au podcast des frères Russo, qui s'appelle Pizza Film School, qui est un podcast vidéo en fait, qui diffuse sur YouTube entre autres, qu'ils ont créé vraiment dans le but de permettre à des gens qui sont intéressés par le milieu du cinéma, qui voudraient en faire partie, qui n'ont pas forcément la possibilité ou les moyens d'aller en école de cinéma, de pouvoir écouter des discussions de justement créateurs, voilà, qui partagent. En général, ça se focus sur un film et ils vont vraiment partager les expériences et c'est super intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Il y a la partie 1 qui est déjà sortie donc sur leur discussion avec Zack Snyder, une partie 2 va arriver. Et durant cette discussion, ils sont revenus sur ce projet de Zack Snyder de relation entre Lois et Bruce Wayne, que Zack Snyder a redéfendu. Alors défendu, en tout cas il a dit à quel point il pensait que c'était une bonne idée, sachant que les Rousseau étaient plutôt de son avis d'ailleurs, en plus. Et donc Snyder a expliqué, on va voir ce qu'il dit. Je pense que dans le script original, Lois et Batman se retrouvaient ensemble brièvement. Et tout le monde autour était en mode, mais non, mais tu peux pas faire ça. Anthony Russo qui répond, ah j'adore. Joe Russo, ah j'aurais aimé que tu fasses ça. J'aurais souhaité que tu fasses ça. Et Snyder qui dit, oui, parce que Superman était mort. Et je me disais, Lois, c'est une personne assez incroyable. Mais c'est pas parce qu'elle est incroyable que tu es obligé de la mettre avec Bruce Wayne, en fait. Elle peut être incroyable de son côté. C'est possible aussi. Et donc Anthony Russo qui dit, mais en plus ça l'amène dans l'histoire, ça l'amène dans l'histoire d'une certaine manière. C'est complexe, c'est surprenant. Arrêtez Hollywood avec c'est surprenant. Il n'y a pas toujours besoin. Surprenant ne veut pas forcément dire bien. Je veux dire, si d'un coup Superman se transforme en vache et se met à cracher des flammes, c'est hyper surprenant. Ça veut pas dire que c'est bien. C'est juste surprenant. Donc vraiment, arrêtez de mélanger surprenant et forcément positif. Non, 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 non. Et on a vu les réactions. Il y a certainement des gens qui aiment l'idée, j'en connais. La plupart des gens, en lisant ça, étaient en mode what the fuck. Non, fais pas ça. Et donc Snyder répond, parce qu'elle n'est pas vraiment... son rôle dans Justice League est vraiment... on l'avait écrit, vous savez, surtout parce que c'est Amy Adams. Et Amy est un génie. Je me suis vraiment dit qu'on devrait se reposer sur Amy. Parce que c'est une actrice géniale et une force de la nature. En gros, ce qu'il dit là, c'est qu'il estimait qu'elle n'avait pas un rôle assez important
dans Justice League, et qui voulait trouver un moyen, une excuse de l'intégrer plus, et une solution pour ça, c'était de la faire avoir une relation avec Bruce Wayne. Mais t'es pas obligé d'en passer par là, en fait. Lois Lane, c'est une enquêtrice. C'est que tu peux, en tant que scénariste, tu peux trouver une idée pour intégrer Lois Lane à l'histoire. Surtout que c'est réducteur, c'est-à-dire il y a moyen d'intégrer plus seulement si elle est en relation avec quelqu'un. C'est triste si c'est ça. Enfin, Lois Lane, c'est un personnage à part entière. Elle n'a pas besoin d'être en relation avec quelqu'un pour exister en tant que personnage. Alors, je sais que, semble-t-il, dans sa tête, il y avait un délire de faire un peu une histoire arthurienne en mode Guenièvre, Perceval, le roi Arthur, tout ça. Ça va, j'ai assez d'adaptations du roi Arthur. Il y en a tous les ans des adaptations du roi Arthur. J'ai pas besoin qu'on me refasse la même histoire dans l'univers de DC avec Batman et Superman. Ça va. J'ai dit, il y en a 50 versions des histoires arthuriennes. Il n'y a pas besoin de le refaire. Encore là, il n'y a rien d'original. C'est pas nouveau. Enfin, c'est... Non, ça m'intéresse pas de voir ça là. Et, euh, et du coup, semble-t-il, le projet, c'était d'en arriver sur le fait, en plus, que Lois soit enceinte et qu'on ait, du coup, un enfant qui soit un espèce de... d'un point de vue symbolique, qui soit cette espèce de mix de Batman et de Superman. Je déteste cette idée. Je déteste cette idée. Et c'est subjectif, hein. Si vous l'aimez, c'est cool. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Je hais cette idée. Je trouve ça nul. Mais nul. Mais nul. Je suis tellement content que ça n'ait pas été fait, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas été au bout de ce projet-là. Ça m'aurait saoulé. Ça m'aurait vraiment saoulé. Mais voilà. En tout cas, c'est la fin de ces news. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, à partager, ça aide toujours énormément, à vous abonner, bien sûr, ça aide beaucoup. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.